Bonjour, donc Dr Coste, je suis le médecin référent du Centre de nutrition parentale pédiatrique sur Marseille. Donc on m'a laissé la parole pour introduire un petit peu cette session. Tout d'abord, je remercie les filières maladies rares de m'avoir convié à cette journée qui est dédiée spécifiquement à la transition, avec un thème un peu particulier cette année qui est celui de l'activité physique. Alors la transition, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on passe des patients de l'âge pédiatrique à l'âge adulte. Initialement, on l'a fait très maladroitement et sans préparation du tout. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pas sans conséquence, avec parfois un petit peu de casse ou une recrudescence des complications au moment du passage à l'âge adulte. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette en place des stratégies bien en amont et qu'il fallait amorcer ce mouvement vers l'âge adulte à travers des ateliers d'éducation thérapeutique qu'il fallait mettre en place dans des domaines aussi vastes que l'éducation, hein, bien sûr, à sa propre maladie, mais aussi dans le domaine psychosocial, dans le domaine du sport, dans le domaine de la psychologie. Puisque, alors, donc ça se met en place au fur et à mesure. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure des années. On sait que le moment de l'adolescence, on ne peut pas chiffrer exactement la période, hein, parce que chacun le vit à un moment différent, à un ressenti différent. C'est des moments de fragilité, de profond bouleversement, que ce soit au niveau émotionnel, physique, psychique, relationnel, social, et que il faut apprendre à les accompagner dans cette traversée pour arriver à des jeunes adultes qui sont en capacité de s'autonomiser, de s'approprier leur propre savoir, leur propre façon de vivre avec leur maladie et de développer leurs propres compétences. Alors, pourquoi l'activité physique? Alors, on utilise volontairement ce terme et pas de sport. Ben, on y reviendra un petit peu plus tard et peut-être qu'on en aura une meilleure définition par les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, d'abord parce que le thème sport, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de patients qui peuvent être rebutés par ce terme, qui peut avoir une connotation d'échec anticipatoire par rapport à des performances, un esprit de compétition qui peut ne pas convenir non plus à tous les profils psychologiques. Il peut y avoir aussi des réticences par rapport au vécu de son propre schéma corporel qui peut être montrer un aspect de contrainte ou avoir une difficulté technique aussi à aborder le sport. Et puis j'ai envie de dire, c'est le sport, enfin l'activité physique, c'est un petit peu comme à l'instar de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Et bien l'activité physique, le sport, on peut en faire aussi sans le savoir. Et donc c'est un petit peu le rôle de l'APA de réintroduire une activité physique sous une autre forme. Et du coup, les patients peuvent se réapproprier le sport sans savoir qu'ils en font. Rien que les stations debout prolongées, les travails d'équilibre, le travail de précision, tout ça, ça peut se mettre en place à travers des ateliers ludiques. Donc on verra de quelle façon ça se met en place et de quelle façon on peut amener les patients à faire ça. Et donc c'est encore plus important au moment de l'adolescence, parce qu'on l'a vu, c'est un moment de grande perturbation émotionnelle et physique. Et ça peut vraiment aider le jeune patient à se réapproprier son propre corps, à améliorer l'estime de soi, développer aussi un lien social à travers des activités qu'on fait en groupe. Donc pour tous ces aspects-là, c'est très très important d'avoir une journée qui permette d'en parler, de pouvoir l'introduire et d'avoir une meilleure connaissance tant au niveau des professionnels que des patients, des voies qui sont proposées pour pouvoir y accéder. Alors aujourd'hui, autour de la table ronde, il y a des professionnels de santé et des non-professionnels de santé dans des domaines très différents. Je ne connais pas tout le monde, donc je vais peut-être laisser chacun se présenter et expliquer un petit peu sa profession. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Karamoko Abdourahmane. Je suis drépanocytaire et éducateur sportif en haltérophilie musculation et crew collectif, activité de la forme. Voilà. À quel,
À Aix-en-Provence, à Aix-en- c'est ça. Bonjour, moi je suis le docteur Nathalie Villeneuve, je suis neuropédiatre et plus particulièrement impliquée dans la prise en charge des patients avec épilepsie. Donc je participe dans ce cadre à des séances d'éducation thérapeutique dont le thème est épilepsie et sport. Donc on a choisi de garder le mot sport plutôt qu'activité physique pour justement englober activité physique et activité sportive et travailler avec les jeunes autour de ce concept sur une journée que nous organisons au SMUC avec des adolescents, collégiens, lycéens, jeunes universitaires ayant tout type de pathologie épileptique sur une journée pour pouvoir faire des ateliers, donc pratiquer en groupe, vivre ce que ça représente et apprendre les caractéristiques qu'on a besoin de connaître par rapport à l'épilepsie, mais aussi travailler sur ce qui s'appelle la transition et devenir adulte, l'estime de soi, l'apport psychosocial de ces groupes, l'apport de la relation, de la parole. Et on alterne des ateliers ludiques et sportifs ou d'activité physique comme on veut, de la sophrologie pour essayer d'apprendre aussi d'autres techniques, de la diététique parce que ça fait partie de la vie. Donc on a essayé de construire cette journée autour de plusieurs thèmes, tant des activités physiques et sportives que des activités de réflexion plus intellectuelles et aussi de la découverte d'autres activités qui peuvent avoir un intérêt pour grandir et devenir un adulte compétent par rapport à sa pathologie. Ne plus en avoir peur, savoir en parler. Voilà. Bonjour, donc je suis Floriane Pouban, je suis psychologue et coordinatrice de l'espace transition L'Appart de CHU Timone Enfant ici à Marseille. Et donc je parle ici de cette place en tant que coordinatrice de la transition. Donc c'est un espace dont le responsable médical est le professeur Mille, qui est neuropédiatre. Et pour en dire deux mots, ou on reviendra après dessus? Non, je peux expliquer maintenant en quoi ça consiste. Donc en effet, la transition étant née de la problématique de la rupture de soins, d'abord, c'était le problème. Il s'agit donc de passer des soins pédiatriques aux soins vers l'hôpital d'adultes. Et historiquement, c'est donc né de la problématique de la rupture de soins, mais aussi du fait que ces enfants, grâce au progrès médical, grandissent. Et c'est super. Et il est arrivé le moment où il a fallu penser qu'ils allaient passer du côté adulte parce qu'ils devenaient adultes. Et donc de cela est née la réflexion autour de faire du lien entre les médecins pédiatres et les médecins adultes, et puis aussi s'occuper et se soucier de cet enfant tout petit qui a grandi avec cette maladie chronique. Qu'en est-il arrivé à l'âge adolescent? Que connaît-il de lui-même, de sa maladie, où il en est dans l'autonomie de soins? Et puis, plus récemment, dans l'enjeu plus éthique et d'élargir les consciences, c'est qu'en est-il de son parcours de vie et de son projet de vie, et donc d'englober en effet le fait psychique et le fait psychologique, de découvrir où est son propre bien. Et découvrir son propre bien, c'est savoir ce qui fait du bien pour pouvoir se prendre en soin. Et donc, intervient dans ce cadre de découvrir ce vers quoi je vais aller au début de l'âge adulte et ce qui me fera du bien dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est l'orientation professionnelle, être au bon endroit au bon moment, faire les bonnes études. Et c'est l'activité physique et sportive qui, évidemment, on le sait, tant sur le plan somatique que sur le plan psychique, fait beaucoup de bien. Et puis l'activité culturelle, le lien avec les pairs, donc les relations sociales, la capacité d'autonomie, etc. Voilà. Et donc ce lieu, l'appart, a été fait pour que c'est un lieu de soins où les équipes médicales de la Timone, quelles qu'elles soient, toutes spécialités confondues, peuvent y organiser leurs consultations de suivi. Ce qui fait que dans cette salle d'attente, il n'y a maintenant que des adolescents qui ont au moins 2 points communs. Ils ont 14 ans et plus. Ils sont porteurs d'une maladie chronique, d'une maladie rare ou d'un handicap. Les parents ont aussi 2 points communs, un ado et un parcours de soins chroniques, ce qui fait que c'est aussi un lieu de rencontre. Et puis les médecins y organisent leurs consultations de suivi et plus largement des ateliers, de l'ETP, des groupes de parole,
ce qu'on appelle des hôpitaux de jour. Donc plus largement, ils viennent, c'est un lieu dédié voilà, à l'adolescence dans le cadre de la transition à l'hôpital. Je vous remercie de m'avoir invitée et je suis disponible pour répondre au reste. Bonjour, Manon Piqui. Je suis atteinte d'une pseudo-obstruction intestinale chronique. Alors le nom est un peu barbare comme ça, mais plus communément vous entendrez le nom de syndrome POAC. Donc c'est une maladie qui touche le système musculaire digestif, mais pas que. On va parler on va cibler aujourd'hui. J'ai été appareillée pendant très longtemps en fait avec une dérivation intestinale, donc une poche qui collectait mes sorties de sel. Pour parler très communément. Je suis sous nutrition artificielle par voie veineuse centrale, donc au niveau des veines qui sont reliées directement au cœur, depuis 26 ans maintenant. Donc j'ai été prise en charge depuis mon plus jeune âge à la Timone, et Marie-Edith Coste a suivi de près mon dossier et ma transition en fait. Donc je fais partie de ces premières générations de patients où on a tâtonné avec les médecins pédiatres et du coup les médecins adultes pour tenter de mettre en place une transition qui prenne en compte et l'aspect médical et l'aspect social de la personne. Donc voilà, je suis heureuse que maintenant il existe des plateformes et des lieux en fait de rencontre et de transition dédiés aux jeunes et à leurs parents. Et je pense que c'est important aussi, comme vous le disiez, d'intégrer les parents parce que c'est aussi une transition pour eux, ce passage-là. Voilà, donc ça fait 10 ans que je suis investie au sein de l'association des POAC, qui aussi permet d'échanger entre jeunes. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'investir dans l'association il y a un peu plus de 10 ans, mais vraiment il y a 10 ans, en fait, quand j'ai vécu cette transition et que je me suis dit, bon, c'est cool, il y a 10-15 ans en arrière, l'association, c'était uniquement des parents d'enfants malades, et aujourd'hui c'est une association de parents d'enfants malades et d'enfants qui sont devenus des adultes, qui vivent la transition et qui sont un peu perdus et dont on ne parle pas forcément de leurs problématiques. Et donc de là on a commencé à mettre en place des ateliers d'échange autour de la transition avec ces ados et ces jeunes adultes, puis aussi avec les aidants. Voilà, donc quand on m'a proposé d'être là aujourd'hui, je dis je suis pas sûre que je suis la meilleure candidate pour parler d'activité physique. Mais du coup, c'est cool parce que je vais sortir un peu de ma zone de confort et on va pouvoir en parler ensemble aujourd'hui. Donc, je remercie l'Interfilière de m'avoir conviée à cet échange et de partager ce moment avec vous tous. Merci. Je remercie Manon. Simplement, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Et je ne pensais pas pour rien que tu es devenu patient expert. C'est que tu as vécu toutes les carences du système justement au niveau du passage de la transition et que tu as vécu tout ce qu'il fallait améliorer. Donc, voilà, c'était juste ce que je voulais souligner. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si on entend clairement avec ce micro. Oui, c'est bon. Donc, Sébastien Legarf. Donc, je suis enseignant en activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA aujourd'hui. On n'est pas sur les allocations pour les personnes âgées. Hein. Et je suis docteur en sciences, donc je fais également de la recherche, entre autres dans cette thématique. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour aborder un peu l'aspect légal. On m'a demandé autour de l'activité physique. Donc, effectivement, on parle d'activité physique qui va regrouper toutes les sphères, hein, qui est le sport, le PS et l'activité de loisirs et de déplacement. Donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'activité physique. Mais vous avez raison, le sport est plus communément abordé et il faut travailler des fois autour des croyances et des idées reçues. Et on utilise ce terme souvent, le sport, parce que ça peut être un frein, mais comme un levier. Donc, c'est super intéressant en termes d'éducation thérapeutique que vous évoquiez, le TP. Et donc, voilà. Donc, si je peux apporter un peu de contenu, j'aime bien que ça soit proactif et poser des questions. Est-ce que déjà, vous faites la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité dans la salle, ou même ici présents, les médecins? Est-ce que vous faites la différence? Non, pas spécialement, mais est-ce que peut-être certains le font? Parce que c'est deux termes qu'on utilise de plus en plus, même qu'on voit dans les médias, hein, on se sédentarise, etc. Puis d'autres disent on est tous inactifs. Est-ce que c'est la même chose? Finalement, non, c'est pas la même chose parce que c'est deux comportements bien distincts et qui sont des facteurs de risque indépendants. Donc ça veut dire qu'on peut être sédentaire. Là, vous êtes sédentaire, vous êtes assis en situation d'éveil. Donc c'est une forme de sédentarité, comme utiliser les transports en commun, la voiture, etc. Donc ça, c'est une forme de sédentarité. Et on peut être
inactif également, c'est-à-dire ne pas atteindre l'activité physique recommandée selon la législation et par rapport surtout aux données scientifiques. Donc souvent pour les jeunes, on parle de 30 minutes d'activité physique, enfin plutôt les adultes 30 minutes d'activité physique par jour, et les enfants on est plutôt sur 60 minutes quand même par jour et tous les jours. Mais il faut savoir que c'est plutôt dans une approche populationnelle qu'on dit ça. Là, il faut être dans une logique où on va essayer d'induire un changement de comportement. Donc l'activité physique, finalement, si on fait déjà 10 minutes dans la journée de déplacement, bah, on peut se dire déjà un peu actif. Et donc, il faut commencer par là pour continuer à arriver vers les recommandations. Donc, vous l'aurez compris, on peut être actif et sédentaire et vice-versa. Et c'est intéressant d'intervenir sur les deux composantes. La sédentarité, je vais en parler aussi. Il y aura un atelier autour de la prescription de l'APA. Donc, j'aborderai plus ça en atelier. Mais s'il y a des questions après, parce que l'objectif, c'est que ça soit proactif avec vous, qu'on n'ait pas que la parole ici, nous, bien assis. On pourrait être debout d'ailleurs, pour rompre notre sédentarité. L'objectif, c'est aussi de garder en tête que la sédentarité est de plus en plus fréquente parce qu'on utilise, vous savez, les écrans, les smartphones, tout ce qui est télévision est un peu obsolète maintenant chez nos jeunes, et je m'inclus dedans. Et donc, c'est important maintenant de avoir cette logique lorsque on va aborder l'activité physique adaptée, donc l'APA, de considérer la sédentarité et donc les écrans. Ce pourquoi je pense qu'il faut être assez vigilant sur les professionnels vers qui on oriente aussi pour la prise en charge dans le domaine de l'activité physique adaptée. J'entends bien là le domaine de l'APA, alors l'APA, c'est le domaine scientifique et professionnel dès lors que l'activité physique ne peut pas être réalisée dans des conditions ordinaires. Donc conditions ordinaires veut dire d'un point de vue matériel, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue état clinique aussi du jeune adulte. Donc il va prendre en compte tous ces aspects-là et va prendre en compte sa capacité physique, bien entendu, fonctionnelle, mais aussi motivationnelle et son environnement qui est présent, social, physique, et l'état sédentaire. Pardon. Donc c'est pourquoi il faut aussi, lorsqu'on va prescrire de l'activité physique adaptée, bien connaître les intervenants qu'il y a derrière, et j'aborderai ça plutôt en atelier pour pas monopoliser et puis que ça soit plus proactif. Merci. Bonjour, je suis Mathieu Tourbeau, du coup, enseignant APA également. Donc là, aujourd'hui, j'interviens avec ma casquette de président de l'association La Passerelle, qui est une association donc, qui propose de l'activité physique adaptée, sous un peu toutes ses formes. Comme dit précédemment, l'APA, c'est pas uniquement le sport santé senior sur la plage à 50, comme on voit à la télé. Ça va au-delà de ça, c'est l'accompagnement au quotidien, motivationnel, déjà de marcher, moins prendre les transports en commun quand c'est possible, parce que c'est toujours pareil, il y a les recommandations et ce qui est faisable aussi au quotidien, et qu'on va aussi devoir goupiller avec les vies professionnelles, personnelles, et dans des journées comme ça où on parle de transition, on est clairement dans le sujet, enfin, à mon sens, c'est comme ça que je vais essayer d'orienter l'intervention. On est sur des personnes qui passent du statut, on va dire, un peu passif à un statut plutôt acteur de sa vie. Et donc à devoir, entre guillemets, prendre des décisions aussi, dont l'activité physique. Sauf que derrière, on est sur des populations, là, ici, aujourd'hui, où on leur dit, bah, faut pas faire de sport, en fait. Depuis tout jeune, tu es dispensé d'EPS, donc tu vas pas faire de sport. Et l'APA, c'est arriver à jongler entre l'interdiction formelle et justement, on disait dans l'activité physique adaptée, c'est adapter l'environnement, adapter le support, adapter l'intensité, la durée de la pratique. Et tout ça, c'est des paramètres qui ne sont pas vraiment modulables à l'école, à l'EPS. Et souvent, ça amène à des jeunes, moi que je vois, parce que je suis aussi au centre Aorte à la Timone, donc ils sont exemptés et qui voient leurs collègues jouer au foot et qui ne peuvent pas jouer au foot. Ou qui ont envie de faire, je sais pas moi, du paddle, mais qui peuvent pas parce que c'est un sport en contre-résistance et qu'ils n'ont pas le droit à la résistance. Enfin, bref, dans tous les cas, on arrive souvent à des abandons. L'activité physique, quand elle n'est pas adaptée, eh ben, ça met un coup quand même. Parce que le sport, c'est un levier, mais c'est aussi une barrière. Hein, ce que vous disiez juste avant, c'est que ça peut être un levier si c'est bien utilisé, mais ça peut aussi être une barrière parce que
le sport, on pense tout de suite haltérophilie, je pousse de la fonte, je transpire, les gros muscles, les gros bras, les mecs qui vont à la salle et qui font les biceps devant la vitre. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont assez impactantes, je pense, et qui sont à prendre en compte moi, quand je reçois des jeunes qui me disent je veux faire du sport, je dis bah alors qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis sur YouTube, je regarde des vidéos body summer, machin, donc gainage, planche, et il fait tout ce qui est interdit et qu'on lui interdit de faire encadré à l'école, il fait tout seul dans sa chambre et il se met autant en danger, voire plus, parce qu'il n'est pas du tout encadré. Et donc notre métier, c'est aussi d'arriver à trouver des solutions pour mettre en place des moments de partage, que ça soit juste pour se sociabiliser, et à la fois que ça soit utile, parce que on parle de sédentarité, etc. Donc il faut arriver à bouger tous les jours, mais pas trop, et à trouver quelque chose qui nous plaît. Parce que pour moi, le premier levier, c'est le plaisir. C'est-à-dire vous-même, si vous pensez à une activité que vous faites pour votre santé, je pense à des soins en kinésithérapie, on adore les kinés, mais c'est du soin, on est pris en charge. Quand on veut faire une activité physique, il faut que ça soit plaisant, sinon ça va pas s'inscrire dans la durée. Donc notre métier, c'est aussi ça, c'est de mettre en place le côté ludique, et donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué comme métier, parce qu'on est sur vraiment pas mal de pathologies, pas mal de disciplines possibles. On a juste un seul point commun, c'est une méthodologie. C'est-à-dire qu'on va analyser et trouver des solutions pour permettre déjà la pratique de l'activité physique, qu'elle soit sécurisante, pas mettre la personne en danger, qu'elle soit ludique et utile au projet de vie de la personne, au projet de soins. Donc, comme je disais, qu'elle permette de ne pas créer d'autres problèmes, et à la fois de prévenir aussi les soucis liés à sa propre maladie. Je suis un peu général, parce qu'on ne touche pas qu'une seule pathologie aujourd'hui. Mais dans chaque pathologie, vous avez des pour et des contre. Et voilà, notre but, c'est d'arriver à jongler avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cet asso qui s'appelle La Passerelle, avec 3 collègues étudiants à la base, et qui a amené à de belles choses. Alors, c'est des petits projets. Par exemple, on était beaucoup sur les publics adultes jusqu'à présent. On a fait des sorties du paddle, du kayak, de la marche avec bâton, surtout pour des adultes avec des handicaps moteurs et handicaps neurologiques, donc des pathologies qui sont assez lourdes. Donc là, plus récemment, j'ai été embauché donc au Centre Aorte, qui s'occupe du coup des maladies, cardiovasculaires, pour faire simple, pédiatriques et également adultes. Donc en fait, vraiment, cette question de transition est assez intéressante. Et dans ce cadre-là, j'interviens pour de l'éducation thérapeutique. Je ne sais pas si le mot vous parle. L'éducation thérapeutique, c'est des ateliers qui visent à développer des compétences via différents professionnels et interventions. Donc là, moi, mon objectif, donc j'arrive dans une équipe qui est déjà en place, avec un super lieu qui est l'appart, qui nous met à dispo des salles avec vidéoprojecteurs, des lieux. Et on doit arriver à créer un lien entre différents jeunes qui ne viennent pas de la même ville, mais qui sont touchés par la même pathologie, autour de sujets qui leur sont quand même communs. Donc, c'est des choses aussi qu'on n'en parle pas souvent, mais les activités sexuelles, c'est une activité physique. C'est des gamins, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit au sport en résistance, n'ont pas le droit d'efforts brutaux, d'arrêt brutal. On est clairement en plein dedans, et qui dit jeune en train de devenir adulte, il y a aussi cette question de la sexualité qui est en tête, et souvent c'est tabou. Aller à l'hôpital, on ne parle pas de sexualité, très rarement, sauf dans les programmes ETP. Et ça peut être aussi un moyen d'accroche. Moi, j'ai une dizaine de jeunes. Là, en ce moment, il y en a 6. Leur projet, c'est de pouvoir faire ça un jour sans être crevé, et en gardant la forme, quoi. Donc voilà, l'APA, c'est tout. C'est pas que le sport, c'est l'activité physique du quotidien, c'est les transports, c'est les activités aussi sexuelles. C'est tout, c'est se mouvoir avec son corps de manière adaptée et sécurisante. Voilà. Venez faire du sport. Bonjour, déjà merci de m'avoir invité, puisque nous on est côté sport, un peu moins concernés par les maladies pour le moment. Je viens vous présenter la Fédération française du sport adapté. Je m'appelle Scarlett Giuliano, je suis la présidente du comité départemental des Bouches-du-Rhône. La FFSA a été créée il y a à peu près 50 ans
les éducateurs se rendaient compte que les jeunes qui étaient dans les institutions avaient envie de ressembler beaucoup à leurs frères, à leurs sœurs et à ce qu'ils voyaient à la télévision sur le plan sportif. Donc, quelques éducateurs ont pensé, puis des parents ont pensé qu'il était nécessaire peut-être de leur faire du sport. Alors, le sport, au départ, c'était plutôt le chauffeur qui faisait du foot ou la femme de ménage qui aidait à venir faire du tennis ou n'importe quoi. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré. Et maintenant, nous avons une fédération française du sport adapté qui est reconnue donc par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui a changé de nom depuis 2 mois. Et, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, à l'époque, c'était la Jeunesse et les Sports. Ça change tout le temps. Nous, on propose à peu près sur le comité départemental, on propose omnisport, à peu près une dizaine de sports différents pour les personnes qui peuvent effectivement faire du sport avec des réglementations sportives. Et puis, on propose aussi ce qu'on appelle des parcours orientés, des activités motrices pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans la logique sportive. Notre mission principale, c'est donc le sport. Mais on fait aussi un petit peu de culture, puisqu'on fait du théâtre, et on fait un peu de sophrologie aussi, ce que l'on propose au niveau des institutions. La fédération regroupe à peu près 65 000 licenciés sur le plan national. Elle se décline aussi sur le plan régional et sur le plan départemental. Ce sont des associations loi 1901. La majorité des élus sont des gens bénévoles et nous avons réussi à avoir des salariés et on essaye d'avoir des salariés à part, ce qui est très intéressant pour notre population. Voilà, en gros, la fédération a 75 disciplines sportives. On a des championnats de France qui regroupent à peu près 6 000 personnes, ce qui est déjà beaucoup et intéressant. Et en ce moment même, il y a ce qu'on appelle les Global Games, qui est une réunion de tous les pays qui proposent du sport adapté. Enfin, ils appellent ça différemment dans leur pays, mais pour nous, c'est sport adapté. Alors, je tiens à préciser que notre fédération, on a des sportifs valides qui ont un handicap et non pas des handicapés qui font du sport. C'est un petit peu différent. Et je tiens vraiment à ce que ce soit perçu comme cela. Et petit à petit, on s'est rendu compte que bon, le sport, c'était sympa. Il y a des compétitions, il y a du loisir. Et on glisse petit à petit vers aussi un petit peu de thérapeutique. C'est pour ça qu'on est là. On se rend compte qu'il n'y a pas que les personnes en situation de handicap présentent aussi des troubles autres, on va dire médicaux. Et petit à petit, on glisse vers le sport santé, ce qui est très intéressant. Mais pareil, le sport, c'est du sport. Il ne faudrait pas que les gens qui fassent du sport, comme vous disiez tout à l'heure, pensent qu'ils sont tous en thérapie. Mais par contre, le sport, c'est bien thérapeutique aussi. Et je pense qu'on peut différencier les deux. Même les gens sans maladie, entre guillemets, peuvent se sentir mieux psychiquement, psychologiquement, dans leur corps aussi. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit, je suis désolée. Quand on arrive en dernier, on répète un peu. Hein. Voilà. Et donc, le sport santé, c'est Audrey qui va vous le présenter. Je pense que je vous ai tout dit sur la fédération. Je pense n'avoir rien oublié. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Ouais. Donc moi je suis Audrey Giannatasio, je suis enseignante APA également, embauchée au comité départemental 13 du sport adapté en tant que conseillère technique fédérale et référente sport santé au niveau de la région PACA. Et je peux vous présenter un petit peu ce qui est fait au niveau sport santé sur la fédération. Donc nous, on accueille, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Scarlett, on propose des activités physiques pour des personnes en situation de handicap mental ou de troubles psychiques. C'est des personnes qui ont des capacités, des caractéristiques et des besoins particuliers. Et on essaie d'adapter les activités physiques adaptées justement et l'activité physique par prescription à ces personnes. Donc la fédération est partie du constat justement que ces personnes avaient des besoins particuliers et a créé le programme Bouger avec le sport adapté. Donc que notre région a mis en place et l'a décliné sur les différents départements. Donc nous, sur le département des Bouches-du-Rhône, on met en place donc ce programme sous différentes manières, donc 3 manières différentes.
On fait des journées événementielles, donc c'est 9 journées sur l'année, sur lesquelles on propose des ateliers de sensibilisation, des ateliers d'évaluation de la condition physique, toujours adaptés au public qu'on accueille, des activités physiques en lien avec la santé, toujours également adaptées, mais aussi une sensibilisation des équipes éducatives qui travaillent en établissements médico-sociaux. Alors, à la fois pour leur pratique personnelle, parce que les activités physiques, c'est bon pour tout le monde, mais aussi pour le public qu'ils accueillent en institution. Donc ça, c'est la première manière d'intervenir sur notre département. La deuxième manière, donc, ça va être de faire des formations en établissement, donc d'intervenir auprès des établissements directement pour mettre en place des programmes d'activité physique adaptés. Et donc d'accompagner finalement les équipes éducatives à développer des projets dans les établissements. Et la troisième façon donc d'intervenir, c'est des formations de correspondants en sport santé, également en établissement médico-sociaux. Et donc on va intervenir auprès de référents sport qui sont identifiés au sein des établissements pour pouvoir mettre en place des projets en activité physique, lutter contre la sédentarité, c'est de promouvoir au maximum les activités physiques dans l'établissement, donc aménager l'établissement pour qu'il y ait plus de déplacements actifs justement voilà, au niveau de l'établissement. Bon, si vous avez, je ne veux pas développer plus que ça, si vous avez des questions, c'est volontiers que j'y répondrai. Et merci pour l'accueil aujourd'hui. Je laisse la place au comité handisport. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marine Gagnepin, je suis aussi enseignante en activité physique adaptée et embauchée donc au comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône en tant qu'agent de développement. Donc, je représente aussi ma présidente qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, donc Odile Deleuze. Alors, l'histoire de la FFH, je ne l'ai pas encore complètement tout assimilé. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée au comité. Par contre, je peux vous parler du comité handisport des Bouches-du-Rhône. Donc nous, on accueille surtout un public en situation de handicap physique et sensoriel. Donc voilà, la partie handicap mental et psychique, c'est pour nos collègues du sport adapté. Donc nos grosses missions, c'est de développer, de coordonner et de promouvoir le handisport sur le territoire. Parce que je pense que dans la salle, vous n'êtes pas beaucoup à connaître le handisport. J'espère me tromper. Mais voilà, handisport, sport adapté, je pense qu'on est très très peu connu et encore moins dans les établissements sanitaires. Donc les médecins souvent ne connaissent pas trop, les kinés encore moins, les enseignants APA qui y sont peuvent nous connaître, mais pas tous. Alors ça dépend parce que à mon époque, quand on faisait la licence STAPS, handisport, sport adapté, on n'en parlait pas du tout en STAPS. Donc, depuis peu, nous et nos collègues aussi du sport adapté, on intervient dans les formations STAPS, donc pour former les futurs enseignants APA et donc les sensibiliser au sport adapté et au handisport. Donc voilà, c'est également une de nos missions. Nous, le sport santé, le handisport santé, dans les Bouches-du-Rhône, on n'a pas encore développé de programme. C'est en projet pour septembre. Donc voilà, on va partir là-dessus. On intervient surtout dans les établissements médico-sociaux. Donc, c'est vrai que la partie sanitaire, on y est très, très peu pour le moment. Mais cette année, on a pu quand même intervenir au SSR pédiatrique Pomponiana de Sainte-Marguerite, où on a pu proposer à une quinzaine de jeunes, je ne sais plus exactement combien ils étaient, donc leur faire découvrir des activités physiques, de la partie handisport. On a fait de la sarbacane, du tir à l'arc, de la danse adaptée. Donc, c'était une super journée. Et ce sera à refaire. Et c'était vraiment un premier pas dans le milieu hospitalier pour le comité handisport. Après, on a aussi des permanences. Donc, c'est tout récent, ça fait 2 ans seulement, qu'on a signé des conventions donc, avec des centres de rééducation dans les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est surtout situé sur Marseille, Aix et Aubagne. Donc, nos bénévoles du comité tiennent des permanences donc, pour orienter, informer les patients qu'ils peuvent faire du sport, parce qu'on utilise le sport aussi, comme on fait du sport en loisir et en compétition. Donc, nos bénévoles sont là-bas pour orienter, informer les patients. Et on intervient aussi depuis peu à faire des sensibilisations, donc directement dans les centres de rééducation pour leur proposer du handisport. Donc, handisport, c'est
au moins 25 disciplines qu'on peut proposer, que ce soit en loisir ou en compétition. Et l'année prochaine, surtout, on a les Jeux paralympiques. Donc, c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je serai là toute l'après-midi. Et pardon, merci de nous avoir invités pour aussi faire parler de notre comité. C'est le moment où on va un peu laisser la parole à la salle. J'imagine que le but, c'est que ce soit un petit peu interactif. Oui, alors c'est vrai que nous, sur le centre de référence, je vais parler du coup pour notre centre de nutrition parentale. Ce sont donc des jeunes patients qui sont en général porteurs d'un cathéter central avec tunnélisé, extériorisé, donc qui impose des soins stériles, qui empêchent souvent la baignade, par exemple. Ça peut être des patients qui sont porteurs de stomie digestive aussi, avec un appareillage extériorisé. Donc tout ça contraint beaucoup et le patient et la famille dans l'impossibilité de faire certaines activités. Viennent se greffer aussi le regard des autres aussi quand on est porteur d'une stomie, enfin j'imagine. Donc on organise depuis plusieurs années des journées dédiées aux familles où on met en place... alors, il y a des parents qui ont passé le cap avant qu'on le propose, avec des enfants qui ont accès à la baignade, et puis il y a des parents qui attendent ces journées parce qu'ils ne se sentent pas capables de passer le cap. Et donc, c'est des journées où on les accompagne à travers la réalisation de pansements étanches ou des commandes de combinaisons étanches aussi pour pouvoir accéder à la baignade plus facilement. Malgré ça reste quand même une activité assez limitée parce que il y a beaucoup de contraintes de préparation technique du pansement, du retrait du pansement. Il y a toujours le stress des parents que ce pansement ne soit plus étanche. Mais il y a vraiment un réel enjeu de plaisir et puis de savoir nager. Donc ça, on essaie d'organiser ça tous les ans. Cette année, on a également organisé des journées à l'association Sourire Phare avec des appâts, alors qui n'étaient pas intitulés sport, parce qu'il y a beaucoup de parents, on s'est rendu compte lors de ces journées, en fait, qu'il y a beaucoup d'enfants. La résistance venait des parents, en fait. Et ce n'était pas forcément nous, les médecins, qui avions interdit à la pratique de sport, mais c'était les parents qui auto-limitaient, qui limitaient les enfants dans les pratiques sportives. Et donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des enfants qui ne faisaient pas de toboggan par peur d'arracher le dispositif de stomie ou d'endommager le cathéter central. Ouais. Et nous, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est vraiment, le lieu de la consultation, c'est pas un lieu où c'est exprimé. Nous, on s'en rend pas compte. Et il n'y a que lors de journées où on est un peu dans la vie réelle qu'on découvre finalement l'ampleur des contraintes qui reposent sur ces familles et sur ces enfants. Et donc, ça nous est apparu comme une évidence qu'il fallait vraiment développer ces activités physiques et les moyens d'y parvenir pour que les parents se rendent compte. Alors, on avait fait aussi un interrogatoire, un petit formulaire à remplir par les parents pour montrer toutes leurs appréhensions et tous les freins qu'il y avait à mettre leurs enfants en activité physique, parfois même à l'école aussi. Hein. Et puis, après, il y a eu cette journée avec les appâts où les enfants se sont amusés. Et en fait, au travers de tous ces jeux actifs qui leur étaient proposés, ils ont fait du sport. Et donc, il y avait un écart énorme entre les parents ont découvert les capacités de leurs enfants. Et ça, c'était assez génial parce qu'il y avait vraiment un gros écart entre ce qu'ils pensaient leur enfant capable de faire et ce que leur enfant était capable de faire. Donc, c'est aussi amené, et les enfants aussi, ils étaient fiers. Souvent, ils sont amenés par le groupe, ils sont portés par le groupe. Donc, il y a vraiment un intérêt à développer ces journées pour les mettre en capacité d'apprécier, de renouveler l'expérience, de se valoriser aussi physiquement, de voir qu'on est capable de faire des choses, et puis de mettre en place aussi, avec des conseils techniques, moi, c'est les infirmières aussi qui font les pansements, qui apprennent aux parents la technicité, la complexité de faire le pansement pour le cathéter central,
pour pouvoir accéder à la baignade, pour faire en sorte que ça se décolle pas trop aussi quand on fait une activité physique. Donc il y a tout ça à mettre en place pour que après ils puissent reproduire et puis persévérer dans ces domaines-là. Voilà, ça c'est un petit peu l'expérience qu'on a dans notre filière. Je laisse, si vous avez des questions par rapport à ça. C'est juste pour rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire. Effectivement, et c'est là l'intérieur. Moi, j'interviens aussi à la PHM du service de Rachel Reynaud et un petit peu aussi en néphro. Et on se rend compte que l'enseignant APA peut apporter, en fait, et légitimiser aussi ce que peut donner comme information le médecin lorsque, par exemple, il y a la possibilité de faire une activité physique. Et ils attendent en fait un avis des fois. Alors ça peut être un médecin aussi du sport, un kiné, un MPR, enfin un médecin de physique, c'est réadaptation. Et l'enseignant APA aussi, tout le cortège en fait qui est dans le domaine de la mise en mouvement. Et moi souvent j'ai des jeunes qui arrivent et disent ah ben c'est avec vous que je vois pour que je puisse commencer mon activité physique. Et finalement c'est là qu'on voit que ça va donner un crédit et sur aussi une certaine validité comme qu'ils ont les capacités. Et on en parle beaucoup avec les parents. C'est l'intérêt aussi de ce type d'entretien qu'on peut avoir en famille. Et donc, faut pas hésiter à en parler, quoi. C'est ça peut-être le message qu'il faudrait faire passer aujourd'hui. C'est si jamais on voit une limitation, faut pas hésiter à en parler à son médecin qui orientera vers un professionnel adéquat pour faciliter l'adhésion dans une pratique physique et sportive. Je reviens encore toujours à la pathologie des patients que je suis parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais c'est vrai que dans les contraintes, en tout cas imposées, il y a pas uniquement les contraintes corporelles ou physiques liées au dispositif, il y a aussi les contraintes horaires. Par exemple, un enfant qui est branché à 19h le soir, quand les activités sportives en club elles sont réalisées le soir, ben, ça peut être un vrai frein. Et puis ça peut désorganiser complètement l'activité de la famille parce que dans la soirée, il faut faire le repas, le soin, les devoirs, etc. Donc, c'est des activités auxquelles on peut renoncer parce que pour l'inclure dans une journée avec les soins, c'est compliqué aussi. Pour certains enfants qui ont vraiment le désir de faire du sport, arriver en club, souvent, c'est inapproprié, inadapté. C'est pour ça aussi que nous, on a besoin de découvrir d'autres. Effectivement, même si on connaît, on en a entendu parler, mais on n'en sait pas forcément les moyens et comment parvenir à mettre en place cette activité physique adaptée. Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Marie-Édith. C'est vrai que, pour mon expérience personnelle, mais aussi de ce que j'ai pu observer au sein de l'association, beaucoup des patients sont sous nutrition artificielle, donc ça soit bien souvent par voie veineuse centrale puisque le système digestif ne fonctionne pas. Et c'est des patients qui sont appareillés aussi digestivement parlant. Donc, il y a l'aspect des parents, effectivement, où il y a une crainte, en fait. Moi, personnellement, je sais qu'on avait peur. Il y avait une réalité qui était là, c'est que j'étais très appareillée, quoi. J'avais deux appareillages digestifs, un cathéter central, donc avec la peur d'arrachage du cathéter, la peur des infections aussi, parce que forcément, quand on fait une activité physique, on transpire. Qui dit transpiration, dit humidité, dit macération sous le pansement, dit germes, etc. Donc, il y avait cet aspect-là. Et il y a aussi l'aspect dont vous parliez, où par crainte aussi, on oublie aussi un peu qu'on peut avoir des capacités si on les développe et on les travaille petit à petit. Et il y a une altération aussi, je pense, qu'on peut avoir de l'image de soi et de la séparation en fait, qu'on a avec nos pairs du même âge et qui, eux, ont une pleine santé, qui vont arriver à faire les activités physiques dans le cursus scolaire tout à fait normalement, alors que nous, bien souvent, effectivement, on reste sur le banc, on va regarder, soit on va faire arbitre, on a connu plus fun, soit on va rester sur le banc avec le professeur de sport qui va dire tu restes là. Donc voilà, et donc du coup, c'est vrai que déjà, ça crée un décalage avec nos pairs d'un point de vue social, ça crée un décalage, je pense, psychique sur le rapport qu'on a avec notre corps et nos capacités à réaliser certaines choses.
J'ai apprécié aussi que vous parliez de l'activité sexuelle, qui est une activité physique, et donc on a du mal. Nous, on a essayé dans les ateliers qu'on fait à l'asso, une fois, on a parlé d'intimité, on l'a emmené comme ça parce que on ne voulait pas freiner les jeunes et les moins jeunes à venir un peu en parler. Mais il y a aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire physiquement, justement dans l'acceptation de l'image de soi, comment, quand on n'accepte pas forcément son corps, comment l'accepter déjà soi-même et le faire accepter à l'autre par la suite. Donc il y a déjà toutes ces contraintes-là, puis il y a aussi voilà, les contraintes des soins, et on n'est pas forcément au courant en fait, de ce qui se fait. Moi, personnellement, aujourd'hui, je fais un petit peu de renforcement musculaire, et je dis un petit peu, voilà, je ne suis pas complètement sédentaire, je fais un peu d'activité physique en allant marcher de temps en temps, mais voilà, c'est pas... Et pour autant, c'est vrai que ça me plairait de pratiquer vraiment du sport. Quand j'étais plus jeune, l'été, je faisais souvent de l'équitation, et ça, voilà, c'est un sport que je pourrais repratiquer, mais il faut que je remobilise toutes les cellules de mon corps. Et puis sur certains patients, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des patients qui sont très douloureux déjà, en fait, qui ont une forme de pathologie hyperalgique, avec des traitements de la douleur qui sont très, très forts, qui les empêchent bien souvent d'avoir une vie sociale plus classique. Et donc, faire l'activité physique, c'est abstrait, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on vous intègre les APA, qu'on vous intègre davantage, en fait, dans les hôpitaux, alors que ça soit auprès des patients qui ont des troubles psychiques ou psychomoteurs, mais aussi sur des pathologies vraiment invisibles et qui sont d'ordre physiologique. Parce que je pense qu'il y aurait de la demande, en fait, mais je pense que par méconnaissance aussi, et du coup par non-adaptation, parce qu'effectivement, il faut s'adapter et à la personne, et à la pathologie, aux contraintes de soins, d'appareillage, etc. Mais voilà, ça vaut le coup, en tout cas, ces échanges-là, je pense qu'ils vont permettre aussi d'ouvrir les champs du possible. C'est juste parce que tu évoques la douleur que moi, je voudrais remettre l'activité physique au centre de la prise en charge de la douleur, parce que effectivement, c'est un petit peu un cercle vicieux. On a mal, donc on ne pratique plus d'activité physique. Or, remettre son corps en mouvement et refaire l'activité physique apporte un bien-être qui a un bénéfice sur la douleur. C'est un des meilleurs traitements, à mon sens, absolument, de la douleur. Donc, c'est au contraire, il faut vraiment... il faut amener au contraire les patients douloureux à repratiquer une activité physique pour sortir de ce cercle. Et puis alors, je voulais aussi donner la parole aux psychologues, parce que moi, c'est assez confrontant aussi de voir au moment de l'adolescence, le vécu, tu disais, le vécu corporel, ça peut être perturbant, mais dans les deux sens. Alors, on avait fait aussi, il y a 2 ans, une journée, ou 3 ans, je ne sais plus, une journée de transition en autonomie avec 3 jeunes patients qui sont partis donc 3 jours dans un village de vacances avec une piscine, donc qui ont fait leur branchement tout seuls. Et c'était des jeunes qui s'étaient jamais baignés, qui avaient donc un cathéter central et une stomie. Et donc au début, ils sont arrivés tous habillés. Alors heureusement, c'était un peu c'était au mois de septembre, donc c'était plus la période estivale, et donc le camping était vide. Et donc, ils sont arrivés au début tout masqués, avec des vêtements qui couvraient tout. Ils trempaient que les pieds, ils tournaient autour de la piscine. Donc, il a fallu que les soignants commencent par s'amuser, à faire le toboggan aquatique, etc., pour que finalement, ils se rendent compte tous les 3 qu'ils avaient la même chose, qu'ils avaient tous une stomie. Et finalement, ça a fini que tout le monde a tout enlevé, tout le monde a fait du toboggan sans crainte de perdre l'appareillage. Finalement, voilà. Mais ça a pris la journée pour passer le cap. Et au contraire, aussi, on a aussi des jeunes patients qui ont ces pathologies. Et quand on leur propose des journées comme ça, ils sont dans le refus, parce que c'est moi, au contraire, je ne veux pas faire partie, je ne veux pas être avec des gens qui ont la même chose que moi, parce que je veux être avec des gens normaux qui n'ont pas de problème. Et donc, il y a ce déni-là, et il y a tout le travail de la psychologue à faire, justement, aussi pour retrouver une voie qui n'est pas celui je suis normale et je peux pratiquer n'importe quel sport comme ça, mais en même temps je n'ai pas envie d'être confrontée avec des pairs comme moi qui ont des problèmes. Voilà. Alors, juste pour rebondir peut-être, et puis faire le lien avec la question de la transition et adolescence,
pour revenir aussi à la question de l'information, on parlait tout à l'heure. C'est vrai que la transition, c'est aussi le fait que le jeune va devenir acteur de son parcours de soins, certes, mais du coup, du projet de vie et de tout ce qui va avec. Et on parle en éthique, dans la prise en soin éthique aujourd'hui, de la question de l'autonomie. Et l'autonomie, ça passe par le niveau d'information qu'on donne à autrui. On ne peut pas être autonome si on n'est pas correctement informé, puisque être informé, c'est décider. Et on parle d'autonomie de pensée, pas d'autonomie physique. Là, évidemment, il s'agit d'avoir la capacité de penser pour soi. C'est très important de faire la distinction, parce que souvent, on réduit dans le langage commun l'autonomie à la question de l'enjeu physique. Évidemment, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, du coup, la transition, c'est l'information. Et l'information, là, on le voit, c'est très important qu'on puisse partager aujourd'hui, parce que moi, au quotidien, donc en effet, à l'appart, je rencontre les ados que je vois en entretien individuel dans le cadre de la transition. Et dans le cadre de cette transition, j'interroge du coup sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ta relation avec les pairs, les comportements à risque, tes activités, tes plaisirs, etc., etc. Et donc, évidemment, systématiquement est abordée la question du sport, de l'activité physique et de l'activité sportive. Et il y a deux choses, c'est que, en effet, comme vous le disiez, il y a la question de l'interdit. Et finalement, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est souvent une question de peur et de restriction, parce qu'un parent a vécu une histoire X et Y, et puis qu'on s'est limité, en effet. Mais l'intérêt de l'adolescence, et c'est tout l'enjeu de la transition, c'est qu'à partir, on dit plutôt de 12 ans, la transition, c'est dans la littérature, c'est un peu vers cet âge-là, de se dire, on va réinformer le jeune sur ce qui existe réellement et ce qu'il peut faire réellement, parce que du coup, maintenant, il va pouvoir s'inscrire, lui, d'un point de vue identitaire, dans cette démarche autour du sport, ou peut-être, en effet, plus jeune, c'est le parent qui a fait comme il a pu et a conduit une vie dont on sait difficile, agitée, enfin, comme tout le monde, la vie de tous les jours, et peut-être pas la place pour le sport avec toutes les angoisses que cela génère, en effet. Donc, c'est intéressant. Et quand on questionne le jeune, ce qu'on ne fait pas très bien, parce que moi, par exemple, je ne me sens pas bonne dans ce domaine, d'interroger sur la question du sport, à part les questions bateau. Mais ça permet quand même de se dire, là, il y a quelque chose à faire et il faut qu'on puisse orienter vers les gens dont c'est la spécialité. Donc, c'est vraiment là super. Alors, bienvenue à l'hôpital. Venez, venez, venez. Et puis ensuite, ça pose la question de ce corps, en effet. Et on sait que l'enjeu de la maladie chronique, de la transition et de l'adolescence, c'est se réapproprier ce corps qui, quand même, pendant toute l'enfance, à partir de l'enjeu diagnostique, est quand même beaucoup la propriété du soignant et la propriété du parent. Le parent, il est soignant. Il est dans le soin, etc., dans le câlin, heureusement, dans le toucher. Et puis, ce corps, c'est le corps aussi du soignant. Et à l'adolescence, il va y avoir cet enjeu majeur de ce qu'on appelle la réappropriation de ce corps, qui en plus peut avoir été... il est l'objet de trahison, ce corps. Il ne marche pas tout à fait comme on voudrait, il fait mal, il a peut-être été abîmé. Et donc, l'enjeu de l'adolescence, en effet, sur le plan identitaire, ça va être de le prendre, ce corps, de l'accepter tel qu'il est, et puis de se le réapproprier pour se détacher, en effet, et se dire, il est à moi, et voilà ce que je vais en faire, et puis de l'aimer avec ce qu'il est. Et puis, on en arrive à la fameuse question de... la maladie, je leur dis toujours aux ados, en fait, elle est dans ton sac à dos. Mais c'est pas toi, la maladie. Toi, tu es toi. Tu es un individu à part entière avec des projets, des joies, des peines. Et puis cette maladie, avec tout ce qu'elle comporte, mais peut-être on pourrait avoir des déclarations de ceux qui sont particulièrement concernés. Elle est dans ce sac à dos, il va falloir faire avec, mais faisons en sorte qu'elle reste dans ce sac à dos et qu'elle puisse aller partout avec toi, mais que ce soit toi qui mène la danse, c'est toi qui es devant. Et du coup, voilà, je trouve que, comme vous le disiez, c'est très la place de ce corps, en effet. Et il y a un gros travail de réappropriation et puis de remettre les choses. Voilà, peut-être. Oui, j'ai une question. Revenir à quelque chose de plus concret, parce qu'on parle de sport en règle générale. Comment travailler sur la réassurance des parents, mais même des prescripteurs.
quand on va dire à quelqu'un d'aller faire du sport. Moi, j'ai déjà eu des témoignages d'enfants qui ont essayé de faire du sport, plus autour du handicap invisible, et qui rapidement ont arrêté parce que ça s'est mal passé. Donc, moi, je vois bien l'handisport, la Fédération française de sport adapté. Si on vous appelle, est-ce que les personnes sont sûres d'être prises en charge par un professionnel formé à l'APA? Comment ça se passe en fait tout ça? Parce que c'est aussi un vrai frein pour le sport, parce qu'ils ont essayé, ils ont été inclus dans un groupe, on parlait dans un groupe, et l'animateur n'était pas sensibilisé au handicap invisible. Alors je sais qu'il y a de plus en plus de labels maintenant, mais voilà, et conclusion, l'effet est totalement inverse, et on en revient après à faut faire du sport, ouais, mais j'ai essayé, plus jamais, quoi. C'est juste pour le cadre légal. Effectivement, quand il y a prescription, il y a un cadre légal, hein, donc j'en parlerai à l'atelier juste après. Donc il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, hein, qui datent de 2022, hein, pour les récentes. Il y a un décret d'application, hein, 2017, une loi de modernisation de ce décret 2022. Enfin voilà, il y a un cadre autour. Et donc maintenant, c'est la connaissance, et on revient à l'information, ce qu'on appelle maintenant dans le jargon la littératie. C'est comment apporter l'information, et la bonne information, pour que tout le monde la comprenne et qu'il puisse vivre avec et se développer dans la société avec. Et donc, globalement, il y a des formations, hein, qu'on peut proposer aux prescripteurs, donc aux médecins. Avant, c'était ouvert que pour les médecins généralistes, maintenant c'est ouvert pour tous les médecins. Donc, c'est cette démocratisation du sport, qui est la loi de 2022 que je citais. Et donc, par exemple, aujourd'hui, à l'atelier, pour les médecins qui sont aujourd'hui présents, je pourrais leur proposer, s'ils le souhaitent et s'ils n'ont pas encore les informations de leur côté, leur montrer qu'il y a différents niveaux de professionnels qui interviennent en fonction du degré de sévérité de la maladie d'un point de vue physique, etc. Et voilà, vous connaissez donc. Et donc, pour cette orientation, c'est important que tout d'abord que le prescripteur soit informé. Et donc, si ce n'est pas le cas, effectivement, il va avoir peut-être une orientation vers un club de sport, vers lequel il y aura peut-être un éducateur sportif qui a ses compétences, mais pas les compétences qui spécifiquement, par exemple, la pathologie donnée, aux besoins spécifiques de la personne. Vous êtes sûr d'avoir cet accompagnement-là? Parce qu'en fait, de connaître l'arborescence de l'HAS et de faire la prescription, c'est bien. Derrière, c'est voilà, si on contacte la fédération ou handisport, vous avez aussi une partie de sport en autonomie au final. C'est pas que le sport sur ordonnance, même si le sport, en fait, c'est un peu abstrait ce sport sur ordonnance. C'est confident. Donc c'est ça, c'est comment faire en sorte que le patient, il a sa prescription, le médecin lui a dit vous êtes de niveau 2, je vous donne les coordonnées, donc la passerelle, et là il est sûr, le médecin, que ça va répondre à son ordonnance. Et c'est ça en fait, c'est comment être sûr. Donc la passerelle, je pense que c'est bon, d'après ce qu'on a discuté, mais les autres, est-ce qu'on est sûr que ça va pouvoir... Moi, j'abordais le côté prescription, mais effectivement, dans le dernier arbre décisionnel, il y a l'orientation. Et dans l'orientation, il y a la connaissance de l'écosystème. Et l'écosystème, il y a les fédérations françaises handisport, sport adapté. Vous avez aussi le sport pour tous. Enfin, vous avez plusieurs fédérations qui vont intervenir. Et dans ces fédérations, ils ont des professionnels en fonction du niveau de prise en charge. Ils ont tous des enseignants APA. Ils ont tous des éducateurs sportifs qui vont venir compléter le manquement aussi d'enseignants APA. Dans les Bouches-du-Rhône, on a une 40aine de clubs handisport, donc affiliés à la Fédération française handisport. Alors, pas la moitié, mais une partie des clubs, ce sont des clubs valides qui ont récemment participé à une formation club inclusif. Bon, ça, on en parlera peut-être juste après avec nos collègues du sport adapté. Donc, en fait, c'est un club valide qui a reçu une sensibilisation au handicap, donc pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, que ce soit côté handisport ou côté sport adapté. Et on a nos autres clubs qui, eux, sont soit des clubs valides qui ont ouvert une section handisport, donc qui peuvent avoir soit des éducateurs qui ont été formés par handisport, il peut y avoir des enseignants APA. C'est quand même assez rare d'avoir des enseignants APA dans des clubs sportifs. Après, on a des associations chez nous, Cat Sport and Dance, qui est une association qui est gérée par une enseignante APA. Donc, nous, on connaît nos clubs, on sait dans quel club s'il y a des éducateurs sportifs classiques. Après, alors, la plupart de nos clubs handisport, donc les personnes qui ouvrent une section,
ont reçu à minima une formation handisport ou alors qui vient de la filière STAPS, mais il n'y a pas forcément d'enseignants APA dans tous nos clubs. Ils ont un entraînement APA, c'est dans la fédération française. Donc, dans la fédération française, ils avaient des tapements, c'est une ressource, par exemple, là, vous avez une méthode différente de sport adapté, et donc, je pense qu'on entend pour l'enregistrement. Et donc, pour France 2. Et donc, effectivement, dans la fédération française, vous avez toujours des enseignants APA qui seront là pour faire le maillage territorial et s'assurer que de l'orientation, en fonction, par exemple, de l'information qui a été donnée par le médecin sur le plan clinique, psychosocial, puisse orienter vers, après, la structure adéquate. Moi, je le fais, par exemple, avec la Fédération française du sport adapté, moins avec handisport, parce que je n'ai pas forcément un besoin au regard des jeunes que je vois. Eh ben, je fais ce travail-là. Je fais un travail d'orientation. Le médecin me l'oriente, bon, moi je suis à la PHM, me l'oriente, et j'oriente après vers des personnes ressources qui connaissent le territoire, pour que eux, après, ciblent l'association sportive au regard, moi, de l'information que j'ai transmise. Donc finalement, c'est comme ça que ça se présente. Je pense que la prescription ne peut se faire individuellement et à un libéral, par exemple, ou à une structure comme ça. Il faut venir toquer à la porte des fédérations françaises, des maisons sport santé aussi, parce que les maisons sport santé, globalement, à 80%, ils ont un enseignant APA. Moi, je travaille avec une quinzaine sur les 20 qu'il doit avoir sur la région, 20-25. Et donc, ils ont des enseignants APA. Et donc, par exemple, eux, ils vont faire également ce travail de maillage territorial. Donc, voilà comment on peut s'assurer d'avoir le bon professionnel en face de soi quand on prescrit de l'activité physique à visée médicale. Ou contacter la fédération qui, elle, moi je pense qu'il faut passer directement par la fédération, par les maisons sport santé, par les maisons, exactement, qui vont après, eux, orienter et cibler au regard de leur connaissance de l'écosystème. Parce que la famille ne pourra pas le connaître, ne sera pas sensible déjà, on revient à l'information, le niveau d'information ne l'auront pas, le médecin ne l'a pas, a priori, et vous avez aussi les CPTS maintenant, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui aussi, eux, font leur maillage. Donc, en fait, maintenant, on a plein d'acteurs qui peuvent permettre d'orienter plus facilement. Les ressources, vous les avez. Hein. Vous avez les fédérations françaises aujourd'hui qui sont là. Et ils ont après un maillage qui vont se décliner en région, en département, en ville, en lieu, en association. Donc, ils ont ce maillage, les fédérations françaises. Et les maisons sport santé, de la même manière. Ils font pour avoir cette reconnaissance, une reconnaissance interministérielle du sport. C'est les JO maintenant, c'est sport et les Jeux olympiques, et de la santé, de la prévention. Et donc, c'est une reconnaissance qu'ils ont. Et donc, pour l'avoir, ils connaissent, eux, leur territoire. Parce que pour avoir cette reconnaissance, ils ont dû faire ce travail en amont. Donc, pareil, la Maison Sport Santé est un élément de ressources au même titre que les fédérations françaises handicap et sport. Oui, donc en relistant toutes les ressources qui sont ici, déjà, on a... Une cartographie sur le ministère des Sports, des Maisons Sport Santé. Mais le conseil, quand même, donc le premier, par exemple, si une personne veut faire du renforcement musculaire, la première chose à faire, c'est déjà d'avoir vérifié auprès de son médecin si c'est possible, ce qu'il en est. Là, récemment, j'ai 2 sœurs qui arrivent et qui veulent faire du sport co. On est sur des jeunes avec une déficience intellectuelle qui ne trouvent pas le club. Et je ne me sens pas de dire, je suis déjà orientateur si je cible. Alors que si j'ai un lieu global où là, les parents viendront trouver les informations qui colleront à leur histoire personnelle, parce que peut-être qu'en effet, la maladie n'est pas ce qui est à retenir dans l'orientation à donner. Et moi, je ne me sens pas légitime de ça. C'est pour ça que je parlais d'un lieu ou d'un espace numérique, peu importe la formule employée, mais où il y a ça. Et puis, c'est le lieu ressource de l'activité physique et sportive adaptée. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est... Là, vous pouvez avoir les maisons sport santé qui est un des... D'accord. Très bien. OK. D'accord. Donc, maison sport et CPTS. Les CPTS, c'est un regroupement d'acteurs santé qui ont des projets en commun et qui vont le coordonner, finalement. C'est un peu ça, au sein d'un territoire donné également.
Non, des professionnels, des acteurs de santé. Donc, c'est pas que des professionnels de santé, ça peut être, par exemple, des élus locaux qui vont intervenir pour aider à la mise en place de projets. C'est essentiellement quand même des professionnels de santé. Et il faut impérativement qu'il y ait au moins un médecin, kiné, sage-femme. Enfin voilà, ça peut y avoir différents types de professionnels de santé. Mais ils ont surtout un projet en commun. Moi, par exemple, je travaille avec 3 CPTS. Alors moi, je suis de Nice, où on met en place, ils ont différents axes de projet. Et ils ont un axe qui est la prévention. Moi, je travaille plutôt sur l'obésité pédiatrique. Et ben, on a développé l'APA dans le domaine de l'obésité pédiatrique. Il y a une prise en charge financière de l'assurance maladie pour mettre en place ce type de programme, par exemple. Donc, ça peut être une ressource supplémentaire. C'était dans ce cadre-là que ça peut être le cas. Mais il faut impulser cette dynamique, encore une fois. C'est les acteurs locaux qui doivent le faire. Juste, je voulais revenir sur les maisons sport santé. On a la chance, là on est à Marseille, on a quand même le SMUC qui est labellisé maison sport santé. Moi, en tant que neuropédiatre et faisant l'éducation thérapeutique des sports, on l'a fait au SMUC, justement en lien avec la maison sport santé. Les jeunes, certains, par l'activité qu'ils ont pu pratiquer, sont allés rencontrer les acteurs et pratiquer une activité sportive. Alors, c'est avec le même taux d'échec, je dirais, que pour une personne qui n'a pas de maladie chronique. C'est-à-dire, on s'inscrit, on y va pas. Il ne faut pas penser, les êtres humains restent les êtres humains. Mais il y a une première accroche, et puis au fil des séances, quand même, on a des jeunes qui ont réellement fini par accoucher. Mais ça demande la même mobilisation que pour n'importe qui. Et dans l'épilepsie, on va pas revenir, mais c'est un frein de handicap invisible qui est clairement connu. Donc, la présence des maisons sport santé dans les villes où il y en a, je pense que c'est le levier majeur qu'il faut utiliser. Et moi, en tant que médecin, je leur dis, de ceux qui habitent à Marseille, c'est la maison sport santé qui est le relais. Parce qu'ils vont avoir toutes les infos. Juste, du coup, moi, dans Abderrahmane, du coup, c'est quoi votre parcours et comment vous en êtes venu là? Parce que finalement, vous avez une maladie invisible aussi. Et moi qui ai une maladie invisible et qui pratique pas trop le sport, je suis assez, je suis assez interrogative quoi, sur le sujet. Alors, en fait, moi, j'écoute beaucoup et je parle plus. Alors, moi, en fait, mon parcours, il est un peu, je sais pas comment je vais définir, mais il est un peu étrange, on va dire comme ça. Parce que moi, à la base, en fait, je ne savais pas que j'étais drépanocytaire, mais je savais que j'étais anormal. Voilà, parce qu'à chaque fois que j'allais m'amuser avec mes amis pour jouer au foot, j'y retournais toujours avec une crise. Je tombais malade, ou à chaque fois qu'il pleuvait et qu'on sortait pour aller s'amuser sous la pluie, et après, j'avais des douleurs. Et du coup, en fait, moi, mon but, c'était d'arriver à être comme les autres. Voilà. Et après, la complication, c'est que moi, je viens d'une famille très pauvre. Donc, du coup, en fait, chez nous, on va forcément penser à manger avant de penser à aller à l'hôpital. Donc, du coup, là, on me punissait, en fait, de sortie, plutôt que de chercher à comprendre, en fait, pourquoi je tombais malade. Donc, du coup, en fait, j'ai dû être mon propre médecin, mon propre scientifique, en fait. Donc, du coup, le but pour moi, c'était vraiment de m'adapter, en fait. Et donc, j'attendais à chaque fois que je faisais une crise, j'attendais, parce que les crises, ça durait au maximum une semaine. Donc, j'attendais, on va dire, 2, 3 jours. Et après, je repartais directement jouer au foot ou, voilà, ou aller faire de la boxe, parce que c'est les deux que je faisais en ce moment-là. Et du coup, le fait que souvent, les crises, ça se répétait encore. Mais au final, mon corps a fini par s'y habituer. Et du coup, c'est quand je suis arrivé en France, j'ai fait une grosse crise. Et là, j'ai été amené à l'hôpital. Bon, déjà, avant la crise, en fait, j'avais réduit le sport parce que j'ai fini par avoir une nécrose. Et quand j'ai eu la nécrose, du coup, j'ai arrêté de faire le sport, j'ai arrêté le foot parce que je sollicitais trop les jambes pour faire ça, bien évidemment. Donc, du coup, je me suis plutôt concentré sur la boxe. Et après, quand je suis arrivé en France, du coup, j'ai eu un accident, on va dire comme ça. J'ai couru après le bus parce que je marchais avec des béquilles. Et du coup, j'ai quitté Avignon pour venir faire les études, en fait, à Aix. Et là, il y avait le bus qui partait. Du coup, de peur de rater le bus parce que j'avais couru à 8 heures. Donc, le temps de rentrer, me reposer, retourner. Et du coup, j'ai soulevé les béquilles. Je me suis mis à courir, en fait, pour arriver à l'autre arrêt avant le bus.
Bon, je suis arrivé, mais j'ai fait une crise. Dans le bus même, la crise a commencé. Et du coup, je suis arrivé à l'appartement. Je pense que c'est la crise la plus grosse de toute ma vie que j'ai eue, en fait. Et du coup, là, j'ai terminé aux urgences parce que j'arrivais plus à bouger. Et des urgences, après, j'avais pas, je venais juste d'arriver en France, donc j'avais rien, j'avais pas de mutuelle ni de carte, tout. Et donc, du coup, là, en fait, on m'a ramené à la maison. Maison qui m'ont dit de retourner à la maison parce que sinon, ça allait coûter trop cher. Du coup, je suis rentré à la maison 3 jours après être aux urgences. Et je suis resté cloué dans le lit, je pense, pendant une semaine. Et après ça, c'est là, en fait, qu'il y a une dame qui est venue. Elle m'a parlé un peu, en fait, de ce que c'est la mutuelle. C'est là qu'elle me parle de tout ça. Et elle me dit, bon, on va vous trouver une mutuelle pour que vous puissiez vous prendre en charge, tout ça. Mais là-bas, j'avais l'impression, en fait, qu'ils ne savaient pas c'était quoi, en fait, la drépanocytose. Parce que moi non plus, je ne savais pas. Moi, c'était normal pour moi parce que j'ai toujours été comme ça dans ma tête. Donc, moi, je m'en foutais un peu. Mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas, en fait, c'était quoi. Et c'est après, moi, j'ai reçu, en fait, les résultats à la maison parce qu'ils étaient un peu étonnés pourquoi j'avais une telle douleur. Je criais, ils me mettaient, en fait, je sais pas comment ils appellent, là, le truc qu'ils mettent pour la douleur, là. Je ne me connais pas trop en médecine. Exactement, de la morphine. On me mettait de la morphine, mais la douleur, en fait, ça passait pas. Du coup, à chaque fois, il me remettait encore, il me demandait si ça passe. Je disais ça passait pas. En fait, il pensait qu'à un moment, il pensait en fait que j'abusais. J'ai dit non, mais la douleur, ça passe pas. Donc, il y a même un il y avait un qui était à côté. Bon, la morphine était trop, donc du coup, genre, je voyais pas les gens. Je les voyais un peu fous. Et du coup, il y a un médecin qui se moquait même en fait de moi. Il me disait, ouais, c'est ça, déjà qu'il a un nom d'arabe et tout, machin. Et moi, j'étais là, j'ai dit non, je ne fais pas exprès. La douleur, elle est trop, en fait, ça passe pas. Et du coup, pour finir, bah, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une chambre, le temps que je me calme un peu. Et après, moi, je commençais à dormir, puis voilà. Mais j'avais l'impression que l'information n'était pas assez passée. Et donc, après ça, je me suis remis encore au sport. J'ai attendu une semaine quand la douleur a un peu baissé, vu que je ne pouvais pas utiliser mes jambes. Donc, du coup, j'ai commencé à me mettre. C'est là que je me mets, en fait, à la muscu. Et c'est là que je commence à faire des pompes, en fait, à la maison. Je commence à faire des challenges de pompes. Parce que j'avais vraiment maigre. J'étais déjà maigre de base. Je faisais 47 kilos. Donc, j'étais vraiment maigre. Et donc, c'est là que je me suis remis maintenant à faire des pompes. Et j'avais un colocataire. Je me suis mis, en fait, un challenge. Je me suis dit, avant qu'il retourne, il faut qu'il voie, en fait, qu'il y ait un changement. C'est là que je me suis mis à faire des pompes. Et là, j'ai encore fait des crises. Donc, j'ai attendu 2, 3 jours et après, quand les crises sont passées, j'ai repris encore. Et du coup, bah, j'ai fini par atteindre l'objectif. Et en ce moment-là, j'étais en LEA anglais-espagnol à la base. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait après. Donc, non. J'étais en LEA anglais-espagnol. Et bah, quand lui il est venu, il m'a vu, il m'a dit, ah, t'as changé, t'as pris de la masse et tout. J'ai dit, ouais, je faisais des pompes là. Il m'a dit, mais tu es malade et puis tu fais des pompes. Après, c'est la chanson que j'ai beaucoup entendu hein, depuis que j'étais petit. Ne fais pas ça, sinon tu vas faire des crises. Ne fais pas ça, sinon tu vas tomber malade. Et donc, c'est après ça que j'ai demandé. J'allais dans une salle de sport. J'allais tellement à la salle, en fait, que le coach m'a remarqué là-bas. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne deviens pas coach sportif, en fait? Et moi, je ne savais même pas que je pouvais être coach sportif. Je leur ai dit, mais je ne suis pas français. Hein. Ils m'ont dit, non, mais tu n'as pas besoin d'être français, tu peux être coach sportif et tout. En plus de ça, je galérais déjà en LUA. Donc, j'ai dit, bah écoute, si je peux le faire, tant mieux. Hein. Donc, c'est là-bas que je me suis inscrit à la formation BPGEPS. Et après, j'ai passé la formation. Je suis allé là-bas. C'était comme un jeu d'enfant. Parce que les autres, ils galéraient. Et c'était la première fois de toute ma vie que j'arrivais à faire quelque chose, en fait, sans fournir d'efforts. Et donc, voilà, j'ai fini par passer ça. Et aujourd'hui, je comprends que, en fait, tout mon parcours, en fait, il était dirigé vers ça, en fait, pour que je devienne, en fait, coach sportif et en même temps drépanocytaire pour pouvoir mieux expliquer. Parce qu'aujourd'hui, ça fait de la peine parce que quand on m'invite, en fait, pour faire des vidéos et tout sur Instagram et Facebook, en fait, les parents, c'est plus compliqué pour eux parce que leurs enfants, ils ont envie de faire du sport. Et même eux aussi. Mais ils ne peuvent pas, en fait, parce qu'ils souffrent de la drépanocytose et ils n'ont pas... jusqu'à présent, il n'y a pas, en fait, de personnes, en fait, je sais pas, de médecins ou de coachs sportifs, en fait, adaptés à ça,
qui peut leur dire en fait quoi faire. Et moi, de toute façon, moi, je leur ai dit pour le moment, moi, je ne peux pas m'y engager. Même tout récemment, il y a 3 semaines, j'ai fait un truc comme ça aussi. C'était une conférence en ligne avec des patients drépanocytaires. Ils ont demandé à ce qu'en fait, moi, je fasse des séances adaptées. Mais je leur ai dit, je ne peux pas. Parce que moi, je sais c'est quoi la drépanocytose. Je suis mieux placé, en fait, pour le savoir. Et c'est trop, la douleur, elle est trop, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas envie de m'engager pour le moment. Je ne me sens pas prêt, en fait, pour le moment, à m'engager à faire cela. Il y a certains qui peuvent voir ça comme de la peur, mais non, pour le moment, non, je leur ai dit que je ne pourrais pas. Pourtant, à la salle, tu viens à mon cours, tu ne vas plus revenir, quoi. Parce que voilà, je vais à fond avec les autres. Mais parce que je sais qu'eux, ils sont capables de supporter. Contrairement en fait aux drépanocytaires. Après, j'aimerais bien, c'est pour ça aujourd'hui, quand j'ai été invité, j'étais content. Je me suis dit peut-être que ça va m'aider en fait dans ce projet-là, à mettre en place en fait des séances avec des personnes drépanocytaires ou thalassémie. Et comme ça, moi, je pourrais mieux m'y prendre avec. Parce que je ne vais pas me lancer là-dedans à l'improviste en fait. Et avoir des personnes qui sont malades ou parce que j'ai vu des personnes mourir de la drépanocytose autour de moi et puis j'ai pas envie de porter ce poids-là un jour. Donc voilà un peu mon petit parcours. Oui, bonjour. Alors, moi j'ai une question. Alors, je pense qu'il y a quelques-uns qui me connaissent puisqu'on était passé à l'appart avec Romain, Lauriane. Voilà. Donc, je suis maman de Romain qui a une maladie rare qui est suivie à la timone, donc depuis 21 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, du sport, personne ne nous en a jamais parlé. J'ai cherché, quand Romain était petit, moi je voulais qu'il nage, il adorait l'eau. J'ai eu beaucoup de mal à trouver handisport. Donc, bon, maintenant ça a évolué. Romain sait nager, il fait du ping-pong, tout va bien. Du coup, moi, je me suis investie dans handisport. Mais je m'aperçois qu'il n'y a aucune connexion entre l'hôpital et nous. Enfin, quand je dis nous, voilà, hein, que ce soit Marine, le comité, les clubs handisport. Nous, on a du mal à recruter des gens. Et vous, j'ai l'impression que de votre côté, vous voudrez les orienter et vous n'y arrivez pas. Et j'ai vraiment l'impression, par mon expérience, parce que j'ai vraiment vécu ça pendant 21 ans d'un côté et de l'autre, de me dire, mais c'est pas possible. Il y a un mur entre nous et on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à nous envoyer des patients, nous, on n'arrive pas à récupérer, entre guillemets, des patients qui voudraient faire du sport. Je sais pas, moi je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que ça ne fonctionne pas, hein. Enfin, on n'a pas tant d'adhérents que ça. Pourtant, des gens avec des handicaps et des maladies, malheureusement, il y en a beaucoup. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui voudraient faire du sport aussi. Quoi faire? Enfin, je ne sais pas. Je pense que l'appart, effectivement, donc, s'est mis en place depuis pas très longtemps, puisque je pense qu'on était un des premiers à y être passé. Voilà. Donc, peut-être jouer là-dessus, mais même, bon, l'appart, c'est bien, mais c'est pour la transition, même plus jeune. Beaucoup plus jeunes. Moi, je ne comprends pas que même les médecins rééducateurs ne nous en parlent pas. Pour donner des cours, à la fac de médecine, il faut être médecin. Les enseignants APA n'ont pour l'instant mettent pas en place de formation pour les médecins. Moi, je sais que moi là, je travaille aussi au service de médecine physique et de réadaptation à Marseille, à Sainte-Marguerite. Ah ben oui. On met en place Bensoussan, oui. Voilà, chez M. Bensoussan. Et j'ai la lourde tâche de former les internes en médecine sur ces sujets-là. Mais parce que moi, c'est vrai que maintenant, nous, on est à Sainte-Marguerite. Avant, on était à la Timone. Et bon, c'est Sophie Bichard, l'ergo, qui s'occupe de nous. Je lui ai parlé, elle sait que je fais partie d'handisport. J'ai dit, Sophie, quand vous avez des jeunes comme ça, parlez d'handisport. Des jeunes en fauteuil, des choses comme ça. Elle est ergo quand même, elle sait qui peut faire ou pas du sport. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucun retour. Un moyen qui marche bien pour la formation, c'est aussi les témoignages. C'est des témoignages de patients comme Arthur Rocher, qui est venu à l'appart, qui là fait mettre des étoiles dans les yeux à tous les jeunes, quoi. Après, il n'y a pas que ce témoignage d'exploit, mais de gens qui sont déjà en sport et qui peuvent venir en parler.
En plus, moi je parle pour moi, pour Handisport Marseille. Là encore au championnat, on est revenu avec 3 médailles quand même, une médaille d'or, une médaille d'argent. On en a parlé quand même. Donc voilà, ça marche quand même le handisport. Et les jeunes, ils peuvent se dépasser, ils peuvent espérer faire des choses. Voilà, que ce soit un loisir ou en compétition, on y va quoi. On a quand même des super clubs. Et peut-être faire venir des personnes. Donc ouais, je pense que c'est ça qui nous manque vraiment. En effet, moi je partage votre constat. C'est pour ça qu'initialement on a créé cette association qui s'appelle La Passerelle, qui visait justement à faire le lien entre le milieu médical et le retour à la vie à la maison, quoi. Et puis la vie sociale. C'est hyper important. Et oui, c'est vrai que c'est un constat. Les clubs n'arrivent pas à recruter de participants, entre guillemets, pour avoir des groupes qui juste sont pas rentables, parce qu'on est sur des assos à but non lucratif, mais juste qu'on puisse payer les éducateurs et que ça fonctionne. Et à la fois, de l'autre côté, les jeunes sont en demande, quoi. Et c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et puis en plus, vous parlez de la différence physique, des choses comme ça. Sur handisport, nous, alors effectivement, comme l'a dit Marine, nous, c'est sur du handicap physique ou sensoriel. Mais les jeunes, ils sont pas rien qu'avec des personnes qui ont la même maladie qu'eux. Ils voient qu'il y a aussi différents handicaps. Et ça fait du bien aussi. De se dire, moi, peut-être, je vais me plaindre parce que, je sais pas, il me manque une jambe ou je suis en fauteuil. Ah oui, mais regarde, elle, c'est peut-être pire, Enfin, voilà, c'est aussi le sport, oui, c'est la santé, mais c'est pour moi aussi beaucoup du social. Et ça, c'est très, très important pour nous. Ah oui, pour handisport, nous, vraiment, sur notre club, on est une famille. Et il y a beaucoup de mamans même qui sont venues et qui nous ont dit, on est content. Ma fille, elle a 15 ans. Jusqu'à maintenant, elle n'a jamais eu d'amis. Depuis qu'elle est en handisport, depuis 2 ans, on fête les anniversaires ensemble et tout ça. Ma fille a des amis. Donc oui, il y a la santé, mais il y a aussi la convivialité, le social. Et c'est vrai que pour des enfants, même avant la transition, parce que c'est un peu tard, c'est super important. Ils se retrouvent avec des gens qui ont des handicaps, pas forcément les mêmes qu'eux, qui ont des soucis, pas forcément les mêmes qu'eux, mais qui s'y retrouvent quand même. Et les parents, ils viennent, ils discutent quand leurs enfants. Et ça fait aussi du social pour les parents. Donc c'est vrai que je trouve que il faut arriver à faire rentrer, là, quand vous m'aviez demandé de poser une question, je dis faire rentrer le sport à l'hôpital. Qu'on parle plus de nous. Voilà, inciter les patients. Alors, je ne sais pas si c'est par des plaquettes ou effectivement, comme vous disiez, avec un site internet où toutes les associations sont répertoriées. Parce qu'il ne faut pas lui dire, tu as cet handicap, il faut que tu ailles faire ça, ça et ça. Non. Qu'est-ce que tu as envie de faire? De la natation. Bon, c'est sûr que si vraiment il ne peut pas, non, tu ne peux pas. Mais sinon, essaye. Tu as envie? Il y a une association qui peut te prendre en charge? Vas-y, essaye, tu verras. Tu n'y arrives pas. Ça te plaît pas. Mais il ne faut pas lui dire qu'il faut aller faire du sport pour faire de la santé, c'est ça qui serait bien pour toi. Il faut lui dire qu'est-ce qui te fait plaisir, parce qu'il faut quand même que ça reste sur du plaisir, surtout sur des enfants. Enfin, pour moi. Pardon. Ce qui conditionne aussi, j'ai l'impression, à ma petite échelle, le fait qu'un médecin parle ou pas d'APA, c'est le fait que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est du loisir. Et donc, oui, mais un médecin, souvent les médecins, ils vont prescrire ce qui est faisable pour la plupart de la population. C'est que nous, dans mon service, sont assez frileux de ça. Alors, je me bats pour leur dire oui, d'accord, mais il faut prescrire. Après, si la personne s'en saisit, elle a les possibilités de mettre en place, c'est super. Si elle ne le fait pas, c'est autre chose. Mais en effet, il faut initialement prescrire. Je suis bien d'accord avec vous. Après, la réalité, elle est différente. Parce que nous, au niveau financier, nous, on a quand même moi, je parle pour mon club, on a une adhésion à 100 € sur l'année. Surtout pour des enfants, on est là depuis 2 ans, il y a eu le chèque par la CAF où il y avait 50 €. Donc, c'est quand même, je pense, minime. Je pense que c'est quand même à la portée plus ou moins de tout le monde, quoi. Après, ça dépend aussi des parcours des parents aussi, des enfants, parce que on a des familles qui ne sont pas prises en compte, qui ont besoin de psychomotricité qui n'est pas remboursée, d'orthophonie. Après, il y a la part. Ça peut vite faire beaucoup aussi au niveau. Soulever le problème de la motivation, en fait. Et vous soulevez le problème de la motivation aussi et de l'implication de ce que ça représente, parce que la psychomotricité, c'est pas remboursé nationalement. Est-ce qu'une activité sportive avec une qualité sociale, une activité physique, oui, même un lien social aura autant de rapport que la psychomotricité et à moins cher.
mais ce n'est pas considéré comme un soin non plus par les parents. Il y a aussi la notion par rapport à nous, médecins. On prescrit des soins, des rééducations, parce qu'on est dans un monde de la rééducation, mais on oublie peut-être qu'il y a un monde de l'accompagnement, du plaisir social, du loisir, et que ça, c'est ce qui est la dynamique pour l'avenir. Nous, on avait fait un travail sur les jeunes avec épilepsie qui commencent tous avec de l'orthophonie et de la psychomote énormément, qui finissent avec le psychologue, parce que finalement, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a un être en développement et que c'est pas comme ça qu'on devrait le prévoir. Et en effet, par contre, moi qui propose et qui m'investit dans l'activité physique depuis de nombreuses années, pour tous les enfants, c'est une question qui est posée. Il y a beaucoup d'enfants qui pratiquent des activités, enfin moi je parle pour l'épilepsie, qui pratiquent des activités sportives malgré les peurs des parents. Les peurs viennent beaucoup plus au collège généralement avec les profs de PS malheureusement. Et puis avec aussi la motivation qui baisse, et puis le corps qui doit se retrouver, la maladie chronique, et la difficulté après de se motiver en âge, en grandissant, mais je dirais peut-être comme les adultes, peut-être, de se motiver pour une activité physique régulière, je dirais, et puis sportive si possible. Après, nous, on a vraiment trouvé quand même, enfin moi qui me sers de la maison sport santé, après les résultats, ils sont pas majeurs, mais j'essaye d'adresser, donc je sais que sur le 83, pour les jeunes avec épilepsie, j'essaye de les adresser aussi, de leur faire prendre contact avec la fédération sport santé, et c'est pour adapter pour l'épilepsie, avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer aussi. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, le jeune, il veut être comme les autres, mais avec ses pairs. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, le lien avec ses pairs, c'est hyper important, et ses pairs sont des êtres qui ont aussi une pathologie chronique. Mais on soulève le problème de la motivation, qui est quelque chose d'un volant très particulier et qu'on ne sait pas tellement mettre en œuvre. Enfin, complexe à mettre en œuvre. Juste, oui, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit là, et il me semble que ce qu'on peut quand même retenir, c'est que un jeune qui commence par dire j'ai envie de faire telle activité, la réponse est peut-être pas de se dire est-ce que tu peux ou pas faire ça. Ce qui compte, c'est on va retenir il a envie de faire de l'activité. Et de ça, après, construisons avec les professionnels dont c'est la spécialité, le parcours qui va correspondre à ce jeune-là, mais de rester sur la question. Ce qui compte, c'est le désir et l'envie de faire une activité physique ou sportive, ou les deux, je ne sais pas comment, ou sexuelle. Retenons que peut-être, après, ça s'organise, ça se construit. On sait bien que les jeunes vont quand même fréquemment demander à vouloir faire l'activité qui, justement, va être un peu problématique. Et voilà, soit ils y arrivent et on construit. Et oui, faire du ping-pong, de regarder, mais jamais il arrivera. Ouais. Et voilà. Et oui. Mais au même titre que Arthur Baucher a du mal à marcher et glisse. Voilà. Donc, non seulement, voilà, mais retenons, tu as envie de bouger, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'avoir une activité, allons sur ce que tu demandes. Et puis, si ce n'est pas possible, parce que ça arrive quand même, construisons le projet de vie, le projet d'envie et de plaisir autour de la demande initiale. J'ai envie de. Je vous propose peut-être une dernière question si vous en avez, et sinon un petit mot de conclusion si certains d'entre vous veulent s'exprimer. Passez dans la salle. Ok, ça part. En conclusion, ce qui ressort un petit peu de la discussion, c'est que effectivement, on a besoin de modifier, en tout cas moi j'ai besoin de modifier ma forme de pensée, et effectivement ça passe par l'information, et la formation et l'information. Je pense que déjà ce serait un premier pas si effectivement cette journée est débouchée sur, en tout cas ne serait-ce que le recueil des informations des différentes structures disponibles, que ce soit format papier ou format internet. Et puis nous allons passer aux ateliers proposés. Mais merci à tous déjà, c'était très intéressant.